Après la victoire de la guerre de résistance contre l'agression japonaise, le PCC a envoyé une partie des forces de l'armée de la 8e route et de la nouvelle 4e armée dans le nord-est de la Chine. En octobre 1945, Hongo Eyo, soldat sanitaire de l'ancienne armée japonaise du Kwantung, et ses troupes ont été reçus par cette équipe des forces chinoises. Après avoir reçu une formation médicale, Hongo est devenu médecin militaire à l'hôpital qui soutenait cette équipe militaire chinoise. L'équipe a été rebaptisée en janvier 1946 Armée associée démocratique du Nord-Est. Elle est devenue ensuite la 4e armée de campagne de l'armée populaire de libération chinoise. C'est dans cette troupe militaire que Hongo a commencé à réfléchir sur l'invasion et la colonisation, la guerre et le crime, des questions auxquelles il n'avait jamais pensé avant. Il Il y avait une trentaine d'hôpitaux de l'armée de terre japonaise du Kwantung dans le nord-est de la Chine. L'armée du Kwantung avait donné une directive qui exigeait de tous les hôpitaux qu'ils placent les organes des morts, tels que les foies et les pancréas, dans des bouteilles spécifiques à livrer à l'unité 731. Hongo a été désigné pour accomplir cette mission. Il se souvient de sa première livraison d'organes depuis Halaer à l'unité 731 qui se trouvait à Harbin en décembre 1944. D'après Hongo, il ne comprenait pas quelle utilisation il serait faite de ces organes à l'unité 731. Il a fait la livraison 3 fois et a sympathisé avec les soldats qui recevaient les organes. C'est en discutant avec eux qu'il a compris la vérité. Quelle utilité pour ces organes? C'est pour cultiver des bactéries. Pourquoi cultiver ces bactéries avec des organes? Dans quel but? Il fallait cultiver davantage pour fabriquer des bombes à bactéries. C'est pour cela qu'ils avaient besoin de ces organes. Hongo a appris seulement après que cette unité, sous le nom de département de prévention épidémique et de purification de l'eau de l'armée du Kwantung, avait non seulement utilisé des organes des morts pour cultiver des bactéries pour fabriquer des bombes, mais aussi fait de nombreuses expériences sur des personnes vivantes. Hongo réfléchissait sur l'armée où il se trouvait, l'armée du Kwantung. Hirai Tunishi, qui est retourné au Japon en 1943 pour ses études, commençait aussi à repenser à sa jeunesse qu'il avait passée dans la péninsule coréenne et le nord-est de la Chine. Il a réfléchi après avoir lu beaucoup de nouveaux livres sur le matérialisme publiés après la guerre. Après la lecture de ces théories, tout en les comparant avec tes anciennes expériences, quels sont les points qui vous touchent? L'éducation que nous recevions pendant la guerre ne se faisait pas à travers une réflexion personnelle. Il m'était impossible, ainsi qu'aux autres Japonais, d'avoir ses propres idées. Les idées étaient imposées du haut vers le bas. C'était une éducation militariste imposée. Nous les avions mémorisées et non pas réfléchies. Ces livres m'ont aidé à comprendre que les politiques mises en place à l'époque par le gouvernement japonais étaient complètement fausses. Je me suis rendu compte de cela seulement peu à peu. En même temps, après avoir bravé 100 fois la mort après la défaite du Japon, Sakurai Noriyoshi était en avance pour son âge. Quand il était encore en 2e année au collège, il a fait la lecture d'un livre d'Hajime Kawakami intitulé Bimbo Monogatari, un livre qui analyse les causes de la pauvreté de la société capitaliste. Pourquoi vous êtes-vous intéressé aux livres sur la politique? À ce moment-là, je commençais à réfléchir sur pourquoi mon père était allé au nord-est de la Chine. Pourquoi voulait-il y immigrer? C'étaient les questions qui trottinaient dans ma tête. Je le trouvais étrange et je pensais que mon père avait fait un mauvais choix. Quand j'étais au lycée, mes idées sont devenues plus claires. C'était faux. Le gouvernement japonais encourageait les gens à immigrer vers le nord-est de la Chine. C'était une sorte d'agression et c'était une honte. Je ne disais pas aux autres que j'avais fait partie de ces immigrants. Je n'avais pas la philosophie de mon père et je ne voulais pas me laisser porter par le courant politique. Je souhaitais devenir quelqu'un qui crée la politique. Voilà ce que je pensais quand j'étais au lycée. La fin de la guerre et la chute du militarisme ont donné à l'ancien jeune militariste une chance de réapprendre à se connaître et de planifier sa vie pour le futur. Yamabe Yukiko, une fille de 17 ans à l'époque, se sentait abandonnée par son pays et avait perdu l'espoir de pouvoir rentrer au Japon. Elle s'était ainsi enrôlée dans l'armée associée démocratique du Nord-Est et était devenue une aide infirmière en décembre 1945. Yamabe nous dit qu'elle a fait la connaissance d'un jeune militaire de l'armée à peu près une semaine après la défaite du Japon et lui a prêté un chaudron. Ce jeune homme est revenu chez elle plusieurs jours après. Le chaudron a été bien nettoyé par le soldat. Il était vieux et sale quand je le lui avais donné. Ma mère lui a même dit « Vous pouvez le jeter car nous n'en avons plus besoin ».
Mais le soldat a insisté pour nous rendre le chaudron. Ma mère lui a pris le chaudron des mains, parlant en même temps, et elle remarquait qu'il était plus lourd qu'avant. Par curiosité, elle a levé le couvercle du chaudron et a trouvé un grand radis dedans. Le petit soldat a insisté pour laisser le chaudron et le radis. Finalement, le radis est devenu le seul légume à manger chez Yamabe pendant plusieurs jours. Plus tard, l'armée du soldat a publié une annonce de recrutement de personnel de la santé pour une durée de 3 mois. Yamabe a décidé de s'y inscrire. Puisque le petit soldat était dans cette armée, je me suis dit que c'est certainement pas une mauvaise armée. Et la fille est tombée amoureuse à la première rencontre avec ce garçon? C'est possible. C'était vraiment un garçon très mignon. Son visage était sale et noir, mais quand il souriait, une fossette apparaissait. Ma mère disait aussi que ce jeune homme est mignon. Donc, à cette époque privée d'humanité, l'amour existait encore. Dans cette armée, Yamabe a découvert que certains Japonais s'étaient également inscrits dans l'équipe de santé. Elle a admis que beaucoup d'entre eux l'ont fait pour survivre. Parmi les personnes qui se sont inscrites avec moi, il y avait des soldats qui étaient dans l'armée japonaise du Kwandong, des travailleurs de la société de chemin de fer de Mandchourie, ainsi qu'un homme et une femme qui travaillaient dans la boutique de Banshi. C'était très inattendu pour moi. Pourquoi étaient-ils aussi venus? Sans doute est-ce pour un couvert et pour survivre. À la même période, Tsunahara Megumi habitait dans le village de Liuotaize, dans la province du Liaoning. On l'appelait Xiao Sanyuan. En pleine réforme agraire dans le nord-est de la Chine en 1947, obligé de s'enregistrer pour profiter de la nouvelle répartition des terres, Tsunahara Megumi s'est donné un nom officiel chinois, Zhang Zhongqing. Pour la répartition des terres, il y avait des ordres. J'ai été le 3e ou le 4e à être appelé. Je sous-signais, confirme que je suis un pauvre ouvrier agricole, on me surnomme Xiao Sanyuan. Finalement, la famille de Zhang Zhongqing a obtenu 2,5 hectares de terre selon le nombre de membres dans la famille. Pour obtenir cette terre, au printemps de l'année 1948, ce jeune homme, à peine âgé de 16 ans, a changé encore une fois son destin. J'étais un salarié agricole, j'ai participé tôt à la répartition de terres et obtenu de meilleures terres. Lors de la réforme agraire, j'avais obtenu un total de 2,5 hectares de terre. Si le parti Kuomintang venait, la terre serait récupérée par le propriétaire foncier. Je voulais protéger ma terre tombée difficilement dans mes mains. Je n'ai donc pas suivi le conseil de ma mère. J'ai porté une fleur rouge sur ma poitrine. Au lieu de monter sur un cheval, je suis monté sur un âne. Je me suis enrôlé dans l'armée. Ma mère n'est pas venue pour me dire au revoir. Zhang Zhongqing est ainsi devenu un soldat du 9e régiment indépendant de l'armée associée démocratique du Nord-Est. Il a participé à la campagne de Liaoning-Shenyang et à la campagne de Beijing-Tianjin. Fin 1950, il a suivi l'armée des volontaires du peuple chinois sur le champ de bataille de Corée en tant que personnel de l'armée de l'air. Au printemps 1953, dans la caverne de Pyongan du nord de la RPDC, Zhang Zhongqing a été convoqué devant le commissaire politique du régiment. Ciao Zhang, qui êtes-vous? Je suis un militaire. Qu'est-ce que tu disais? Je suis militaire. Non. Êtes-vous japonais? Non. Est-ce que vous connaissez les règles? Parlez-en un peu. 3 grandes règles de discipline et 8 recommandations. Le Ciao Zhang du commissaire politique est devenu camarade Zhang. Vous êtes japonais. Merci pour notre armée. Vous pouvez rentrer. La mère de Tsunahara est décédée en 1953. Le bureau des affaires étrangères locales en a informé l'armée et Zhang Zhongqing est finalement redevenu Tsunahara Megumi. En mars 1955, Tsunahara Megumi, âgé de 22 ans, a quitté la Chine où il avait vécu pendant 17 ans. Après son retour dans le pays, Tsunahara a participé à la première foire des marchandises chinoises organisée par la Chine Nouvelle au Japon en 1955 et à bien d'autres foires de marchandises organisées par le Japon en Chine. Il travaille depuis pour promouvoir le commerce entre la Chine et le Japon. En 1953, 2 ans avant le retour au Japon de Tsunahara, Hong Hei-yo, âgé de 28 ans, a fini son travail au département médical de l'armée populaire de libération chinoise. Il est aussi rentré au Japon pour travailler dans un hôpital local. Depuis des dizaines d'années, il s'engage dans les échanges d'amitié sino-japonaises.
La même année, en 1953, Yamabe Yukiko, âgée de 25 ans, est aussi rentrée au Japon. À ce moment-là, elle s'était déjà mariée avec un ancien soldat de l'armée japonaise du Kwantung. Dans les années 1980, Yamabe est venue à l'université médicale de Norman Bethune, qui se trouve à Changchun, ville du nord-est de la Chine. Elle est devenue professeure de japonais, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à faire des enquêtes sur place sur les crimes commis par l'unité 731 en Chine. Elle organise depuis 1993 des expositions au Japon sur les preuves criminelles de l'unité 731. Hirai Tunishi est entré en 1949 à l'université de Tokyo des langues étrangères pour apprendre le russe. Depuis des années, il est toujours membre de l'association d'amitié Japon-Chine, organisme non gouvernemental. Il travaille jusqu'à aujourd'hui dans l'édition du journal d'amitié Japon-Chine, créé par l'association. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Sakurae Noriyoshi a commencé à travailler pour le syndicat local. Il est devenu ensuite membre du Parti socialiste japonais. Il a été élu conseiller pendant les élections de la Chambre haute japonaise en juillet 1989. Pendant son mandat, il a vu pour la première fois le Parti socialiste japonais devenir parti au pouvoir. Lors de la déclaration de Murayama en 1995, 50 ans après la défaite japonaise dans la guerre d'agression, le Premier ministre de l'époque, Murayama Tomiichi, s'est livré à une introspection profonde et a présenté ses excuses sincères pour la colonisation et l'invasion japonaise d'autres pays. Des dizaines d'années se sont écoulées. Les jeunes militaristes de l'époque sont devenus âgés. Après avoir vécu toute une vie, comment voient-ils leur propre destin et les vicissitudes de l'histoire ?